Séance d'aujourd'hui, euh, nous allons la partager ensemble. Je vais commencer par mes propos, par me présenter. J'aimerais d'abord vous signifier que je suis très ravi d'être parmi vous ce soir pour discuter de ces sujets qui est quand même assez intéressant pour pas mal de monde, pas que des développeurs. Mais actuellement, on va plus se focaliser, vu que mon métier, c'est le développement, bien évidemment, l'ingénierie logicielle. On va plus discuter de l'impact qu'a l'IA sur le quotidien des développeurs, le futur et bien d'autres sujets. Alors, moi, personnellement, je m'appelle Moïse Tourubika. Je suis un développeur, un ingénieur logiciel. Je suis basé actuellement à Goma et je fais plus du web et de mobile développement. Et je suis un passionné de l'IA et pas que passionné de l'IA dans son utilisation, mais aussi dans sa conception. Mais actuellement, on est beaucoup plus focus dans la conception des applications mobiles classiques, tout ça. Alors, ça fait quand même assez longtemps que l'industrie, l'institution de l'ingénierie logicielle subit de fortes avancées. Et à chaque période, il y a eu des avancées. Notamment avant, il y avait que des compilateurs simples et de langages de programmation simples. Et puis, il y a eu une nouvelle vague de, de frameworks, notamment dans les années 2010 et tout ça, où la tendance a toujours été de faciliter le travail de l'ingénieur logiciel, de le rendre rapide et surtout de multiplier la productivité des ingénieurs logiciels. Alors, nous avons vu la croissance de frameworks, notamment les frameworks orientés web, Laravel, React et tout ça, pour tout simplement aller dans ce sens-là, faciliter la programmation, faciliter le développement des applications complexes et ainsi de suite. Pas plus tard que dans les années 2015 et plus, il y a eu l'explosion de l'IA, mais l'explosion s'est beaucoup plus manifestée après la pandémie Covid-19, où on a vu l'entrée en jeu, par exemple, de chatbots alimentés par l'IA, et ainsi de suite. Et actuellement, malheureusement ou heureusement, l'IA a incorporé, s'est intégrée dans le domaine de l'industrie du logiciel grandement. On peut qu'on ne peut plus s'en passer actuellement. Alors, au programme aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment cet outil, cette révolution est en train d'impacter notre métier, comment il est en train de la faciliter, de l'aider en quelque sorte. Quels sont les risques, bien évidemment, parce que chaque outil peut venir avec plusieurs avantages, mais il peut aussi comporter des risques. Et on va essayer de voir tout ça ensemble. Et ouais, à la fin, il y aura une session de questions-réponses où on va un peu discuter ensemble sur ça. Alors, je veux passer le slide. Donc, l'introduction, c'est fait. Nous allons voir comment fonctionne l'IA, mais on ne va pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas vraiment ce qui compte. Comment ils sont conçus, les grands IA comme ChatGPT, les grands modèles comme GPT, DeepSeek, Gemini, Omini, et ainsi de suite. Nous allons voir un peu, juste une petite rhétorique sur ça. Nous allons voir l'impact sur la productivité, comment ces outils-là impactent la productivité des développeurs. Nous allons voir quels sont les risques, les limites aussi, parce qu'ils ne sont pas encore parfaits. Nous allons voir dans quelles tendances, quelles sont les tendances dans le milieu de l'intelligence artificielle et surtout des assistants alimentés par l'IA. Nous allons voir on va essayer de nous projeter un peu dans l'avenir pour voir ce que nous réserve cette avancée-là, cette révolution-là. Alors, voilà, je sais pas, ouais, je crois que là, vous voyez mon écran. Alors, je vais lire et puis on va essayer de tester sur ça. Alors, le fonctionnement des IA pour le code sont basés sur des grands modèles de langage, des LLM, comme GPT-5, GPT-4, DeepSeek, et ainsi de suite. Il y a plusieurs modèles. Alors, ils sont basés sur des LLM, des Large Logical Models, je crois, entraînés sur d'énormes quantités de code. Ce sont souvent les données d'entraînement de ces gigantesques modèles d'IA se servent des codes partagés, par exemple des codes open source, comme sur GitLab ou sur GitHub. Des projets open source, il y en a beaucoup, de Wikisuite, de Flutter et tout ça. Alors, ils entraînent ces genres de codes-là. Ce sont des codes qui ont été codés par des grands experts en ingénierie logicielle. Alors, ils essaient d'apprendre de ces données-là pour pouvoir
avoir cette capacité-là de prédire, de générer, de corriger certains flux de code et ainsi de suite. Ils fonctionnent en apprenant des patterns et des structures de code déjà existants. Et lors de leur utilisation, ils analysent les contextes de ce que le développeur écrit et utilisent leurs connaissances pour générer des suggestions. Mais d'ailleurs, avant même qu'il y ait la révolution des IA, des assistants de coding à proprement parler, il y a eu d'abord la prolifération des IntelliSense. Je ne sais pas si vous êtes habitués. Ceux qui codent, en tout cas, ils comprennent ça. Il y a eu des petits modules, des petits packages qu'on installe, par exemple, dans des éditeurs ou dans des environnements de développement intégrés qui permettent, par exemple, l'autocomplétion des textes. On peut être en train d'écrire, par exemple, des codés en PHP. On commence une instruction et l'éditeur déjà ou l'environnement te propose déjà une suite à ces textes. On a vu, par exemple, avec des outils de Microsoft, comme dans Visual Studio, et dans beaucoup d'autres idées, comme chez Android et Google avec JetBrains et tout ça. Donc, il y a d'abord avant, il y a eu ces petits outils-là qui sont bien sûr alimentés par l'IA pour essayer de prédire ce que le développeur voudrait écrire ou voudrait taper comme instruction. Alors, de connaissances pour générer des suggestions de code avec des intelligences notamment, allant des complexions des lignes des blocs entiers, accélérant ainsi les développements. Voilà. Alors, je crois qu'il n'y a pas besoin de spécifier là-dessus, mais on va passer sur l'impact de ces outils sur la productivité des développeurs. Alors, ces outils, bien évidemment, on a remarqué qu'ils accélèrent non seulement le développement. Actuellement, par exemple, tu peux avoir une application que tu pourrais passer 6 mois à coder, ou 8 mois, ou 10 mois, je ne sais pas. Mais en utilisant des assistants de coding, par exemple, comme Cursor UI ou Windsurf ou Codeium, tu arrives, par exemple, à simplifier le temps et à le minimiser presque à 80%. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la programmation, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de tâches répétitives, il y a beaucoup d'instructions qui sont répétées, et ce genre de choses sont trop facilitées ou sont prises en charge par l'IA. Donc actuellement, les développeurs ne se concentrent plus sur parfois des choses qui ne sont pas assez importantes que la machine peut faire, l'IA peut faire à notre place, et les développeurs se concentrent sur l'aspect le plus utile. La sécurité, par exemple, les instructions de mapping de données, et ainsi de suite. Donc actuellement, ça accélère le développement et c'est quand même un avantage assez important, surtout dans un monde capitaliste dans lequel nous sommes, où la productivité est un élément clé dans tout emploi. Et dans cette accélération du coding, il y a aussi un deuxième aspect qui est important, les prototypages. Par exemple, si vous êtes une startup et vous avez besoin, par exemple, de présenter une idée de projet, un concept, c'est facile actuellement de créer une démo, une appli démo. Donc, une appli démo, un prototype, c'est tout simplement une application qui montre un peu la face à quoi peut ressembler l'application finale, mais qui n'intègre pas toutes les fonctionnalités. Alors, avant, il fallait par exemple faire des maquettes sur Figma ou sur Adobe HXD, je crois, pour faire juste des captures d'écran, une sorte de capture et un petit peu d'animation pour montrer à quoi les concepts, c'est quoi les concepts en question. Mais actuellement, grâce à l'IA, il n'y a plus besoin vraiment de faire de l'Adobe XD. Bon, déjà, ça prenait un peu de temps. Je ne vais pas dire comparé au code, mais actuellement, on peut vraiment tester un truc en réel. Tu peux développer une application, par exemple, avec un framework qui fonctionne sur les systèmes d'exploitation sur mobile, par exemple, en, qui domine les marchés, notamment iOS et Android. Tu peux développer, par exemple, une application, un prototype en React Native ou en Flutter dans juste 1 heure. Et s'il y a le prototype parfait avec les interfaces et tout ça, juste à cause de ça, et juste grâce à l'IA. Et c'est quand même un boost parce que pour présenter le concept même dans des hackathons et tout ça, il y avait ces problèmes-là de, de, de faire un prototype dans un délai assez bref pour montrer, pour projeter votre idée. Vous pouvez avoir une idée grandiose, mais vu que le temps est limité, vous avez difficulté à le faire vivre, à lui donner la vie pour que les gens devant lesquels vous allez exposer l'idée comprennent là où vous voulez en venir. Okay? Et actuellement, c'est hyper facile. C'est vraiment hyper facile. On va peut-être voir un petit exemple comment ces outils-là facilitent ce genre de choses. Et un autre impact, c'est sur l'apprentissage. L'apprentissage, pourquoi? Parce que l'IA facilite l'apprentissage. Par exemple, actuellement, si tu as un petit problème, par exemple, une portion de code qui cause problème,
et tu ne sais pas, par exemple, d'où vient le problème. Par exemple, ça peut être une boucle qui transite, qui fait une boucle qui parcourt, par exemple, une map de données ou un dictionnaire de données. Et à chaque fois, par exemple, ça soulève une exception d'un type que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas. Et avant, tu pourrais passer des heures à chercher sur Stack Overflow, sur GitHub, dans les outils GitHub, tout ça, pour trouver une solution. Mais actuellement, grâce à l'IA et surtout, par exemple, grâce au chatbot comme ChatGPT, tu peux aller sur ChatGPT ou Gemini ou DeepSeek, tout ce que vous voulez. Tu entres la portion de code qui cause les problèmes, qui est en train de créer le bug, et tu lui demandes d'où vient l'erreur. L'IA va analyser le truc, il te dit l'erreur vient de là. Et tu peux lui demander, par exemple, des explications explicites sur ça, sur l'erreur. Il va te dire pourquoi, comment l'erreur s'exécute, pourquoi ça arrive à cette bloc-là, et ça te donne assez de détails. Ce qui était difficile, c'est que déjà, avant, quand vous aviez un bug, j'ai déjà passé des heures à chercher sur Stack Overflow, sur Google, sur GitLab, ainsi de suite. Ou carrément, par exemple, quand on était à l'université, on allait voir nos aînés. Et on passait, par exemple, des heures à chercher nos aînés pour nous expliquer certaines choses ou nous aider à débugger un petit truc qui nous a fait chier, par exemple, pendant toute la nuit ou toute la semaine. Actuellement, par exemple, tu n'as pas besoin forcément, je ne dis pas que le besoin d'aller voir des aînés pour apprendre d'eux n'est plus, mais actuellement, elle n'est plus si indispensable que ça. Parce que les chat GPT, les modèles d'apprentissage d'IA sont actuellement comme nos seniors dans nos domaines respectifs. Donc actuellement, tu n'as plus besoin d'aller voir quelqu'un parce que tu as déjà un senior hyper qualifié qui peut t'aider à comprendre certaines structures de code, à t'expliquer pourquoi ça agit comme ça le fait. Et ça te permet d'en apprendre un peu plus sur ton code et d'acquérir de l'expérience de quelque chose, d'un outil qui est hyper bien documenté, et qui connaît ton domaine à 100%. Okay? Et ça, c'est hyper utile. Et ce n'est pas que dans le codage, même dans la vie de tous les jours, tu peux vouloir, par exemple, connaître un peu plus sur un sujet donné. Avant, on allait sur Google. Google te propose plusieurs sites de liens et tout ça. Tu peux parcourir plusieurs liens. Peut-être que tu ne trouves pas le contenu qui t'intéresse autant. Mais aujourd'hui, par exemple, grâce à ChatGPT ou Gemini, tu lui poses juste une question. J'aimerais connaître, par exemple, les fonctionnements de blockchain. Les fonctionnements de blockchain. Et tu me donnes en détail des sources dont je peux me servir pour en apprendre un peu plus. Il va seulement te synthétiser. Par exemple, tu peux avoir un livre de 1000 pages ou de je ne sais pas combien de pages qui parlent sur l'IA, qui parlent sur la blockchain. Tu peux prendre ces livres-là, tu te donnes à ChatGPT, il synthétise ça, il te donne les notions importantes. Il peut t'expliquer, par exemple, beaucoup de gens, par exemple, qui écrivent les mémoires, surtout certains étudiants, ont l'habitude d'écrire ça en français facile. Et ça t'aide, ça t'écrit ça en français facile, tu comprends assez facilement les choses. Donc l'apprentissage les opportunités d'apprentissage sont fortement accrues grâce à ces outils-là. Et c'est quand même quelque chose de très positif, surtout dans le domaine de, du développement. Okay? Et bon, ça facilite aussi. Peut-être un autre avantage qui n'est pas mis à part la rapidité de développement, le prototypage et l'apprentissage. Ça facilite aussi, par exemple, aux gens qui ne sont pas, par exemple, du domaine de la programmation ou de l'ingénieur logiciel, de pouvoir aussi faire des choses, faire des applications, par exemple, des petites applications, sans forcément être expert en coding. De ce qu'on appelle actuellement, la tendance actuellement qu'on appelle le vibe coding. C'est une sorte de chose où les non-développeurs ou des gens qui ont juste fait un mois à apprendre la programmation, ils ont lu un petit livre sur Python ou je ne sais pas quoi, ou sur Java, et ils ont arrêté. Ce genre de personnes-là, des non-programmeurs de base, peuvent utiliser l'IA, ces genres d'outils, pour créer des petites applications sans forcément avoir un bagage assez important dans le domaine en question. Mais il y a des risques, il y a beaucoup de risques. D'ailleurs, nous allons en parler dans la partie des risques de ces outils-là. Mais c'est quand même un avantage parce que ça donne aux gens qui ne sont pas du domaine une possibilité aussi de créer des choses. Et c'est quand même intéressant. Alors, au-delà des impacts, des avantages qu'il offre sur la productivité, il y a quand même aussi des risques et des limites, tout à fait, bien évidemment. Alors, le premier risque, c'est la dépendance excessive.
Et ça, c'est quelque chose qui est en train de s'observer, par exemple, chez beaucoup de développeurs actuellement. Et ce n'est pas grandement de leur faute, parce que nous vivons dans un système qui oblige les gens à être plus productifs, donc à produire beaucoup plus, à être hyper productifs, sans vraiment s'occuper de la qualité de ce qu'ils font. Alors, dans un, par exemple, des développeurs qui travaillent dans des entreprises où ils ont des deadlines très strictes, ainsi de suite. Alors, les développeurs ne se donnent pas cette, euh, cette chance de faire travailler leur capacité intellectuelle pour réfléchir à certaines choses. Actuellement, par exemple, un développeur, on lui donne une tâche assez complexe, il n'a plus besoin d'utiliser sa réflexion pour essayer de comprendre ça. Ce qu'il fait, il prend juste la tâche, par exemple, il prend la description de la tâche, il explique ça à un chatbot, ou à Curseur, par exemple, ou Codéum. Et Codéum, il simplifie la chose et il conçoit cette chose. Et dès qu'il conçoit, les développeurs juste arrivent maintenant, il valide certains blocs de code, il annule certains blocs de code, il ajuste les contenus générés par l'IA, tout ça, et il livre le produit à sa direction comme ça a été demandé. Et ça, à force de faire ça à répétition, sur 10, 3 mois, 10 mois, une année, tout ça, ça impacte sur nos capacités à coder. Notamment, par exemple, si tu es un développeur et que tu commences à utiliser euh, beaucoup trop, d'une façon excessive, les assistants de codage, comme Curseur, il arrive à un moment où tu te rends compte que même des tâches assez simples que tu étais capable de faire, comme de bugger, tu n'arrives plus à le faire. Je l'ai déjà vécu, par exemple. Ça fait longtemps, par exemple, que j'ai codé en Java. J'ai eu un projet sur Java que j'ai travaillé juste en temps partiel, mais qui quand même ramenait des petits revenus. Je ne me, je ne me, je ne m'embrouillais plus à comprendre le code ou à m'intéresser à certains fichiers grandioses de code, tout ça. J'utilisais juste le curseur pour me permettre de faire ce que j'ai à faire. Il me dit, il faut que tu ajoutes un petit bouton, et ainsi de suite. Je dis à curseur, tu m'ajoutes un petit bouton dans le menu, tout ça. Je regarde l'aperçu. Si c'est bon, je laisse, je valide, je fais un push sur GitHub et c'est tout et je livre le produit. Mais à force de faire ça, quand j'arrive, par exemple, vers la fin du mois et que mon abonnement, par exemple, le curseur s'est arrêté et que, par exemple, je n'ai pas du cash sur moi pour renouveler mon abonnement curseur, je dois travailler à l'ancienne, comme on l'a dit. Je commence à avoir du mal à travailler à l'ancienne. Pourquoi? Je peux passer sur une petite chose qui me prenait, par exemple, avant, qui pouvait me prendre, par exemple, 30 minutes. Je peux y passer 2 heures, 3 heures sans arriver à vraiment résoudre les problèmes. Et pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pris cette habitude-là d'utiliser ces genres d'outils sans pouvoir faire une analyse, sans pouvoir utiliser mon cerveau même pour des petites choses. Je confie tout à l'IA et à force de faire ça à répétition, je commence à perdre mes facultés que j'ai acquis pendant plusieurs années de pratique à la faculté et aussi dans le monde professionnel. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer d'éviter parce qu'on ne sait pas vraiment où va nous mener ces outils. Et donc, si par exemple, on arrive à un moment où, par exemple, il y a même des entreprises actuellement qui refusent à leurs développeurs d'utiliser ce genre d'outils. Donc, c'est toujours important quand même de maintenir un certain niveau de coding par soi-même, sans utiliser ces outils-là. Et à force d'utiliser, ça crée une sorte de dépendance et parfois, vous allez arriver à un moment où, tellement vous êtes habitué, vous êtes incapable de faire des choses que vous étiez capable de faire avant. Et c'est quand même pas une bonne chose à encourager. Alors, au-delà de cette dépendance excessive, il y a aussi des problèmes de sécurité. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Par exemple, actuellement, je ne sais pas, il y a quelques mois, il y a 2 mois aux États-Unis, il y a une application qui a fait vraiment une très grande médiatisation. C'était une application TI. Je ne sais pas si vous avez, je sais pas si j'ai un petit article un peu projeté. Je vais voir. Bon, je ne l'ai pas. Alors, le fait de coder, par exemple, comme je l'ai dit, un avantage, c'est que les assistants IA permettent aussi aux non-développeurs de pouvoir coder des applications simples. Le problème est que quand tu n'es pas expert dans la programmation et que tu fais du vibe coding, comme on l'a dit, tu peux créer un projet costaud. Tu peux même t'amuser à créer peut-être un petit réseau social et tu crois que tu as d'aide le truc. Mais le problème, vu que tu n'as pas les compétences nécessaires d'un ingénieur logiciel, lui, l'IA peut te générer des codes qui ne sont pas vraiment solides en termes de sécurité. Par exemple, l'application en question, c'est la T-App. Vous pouvez chercher sur Google. C'était une application, une sorte d'application de rencontre que les gens ont utilisé à Ozusa pour, par exemple, pour noter, je crois, les hommes. Hein. Ouais. Si tu as eu une aventure, une femme, s'il a eu une mauvaise aventure avec un homme,
il va dans l'application, il y a les profils de cet homme-là, il clique sur un truc red flag, et puis il écrit la mauvaise expérience qu'il a eu avec cet homme-là. Et si c'est ainsi de suite, ça permet aux gens de, aux femmes surtout, de ne pas commencer une aventure avec quelqu'un qui peut être qui peut être ne pas être intéressant, ou qui peut être un psychopathe ou un truc comme ça. Alors, celui qui a codé cette application, il a utilisé les IA pour générer. Ce n'est pas vraiment un professionnel dans le domaine de la programmation. Alors, ce qu'il a fait, il a créé une application, il a posté sur les plateformes de publication, Play Store et tout ça. Mais le truc, c'est qu'il y avait une faille de sécurité qui a fait que, je ne sais pas, les données étaient stockées, je crois, sur AWS, sur le cloud et tout ça. Et je crois que c'était sur un dossier qui pouvait être public sur certaines conditions. Alors, le truc, c'est que pour s'authentifier dans l'application, les gens, par exemple, les femmes, étaient obligés, par exemple, de mettre toute leur identité, leur adresse et tout ça, leur photo de profil et une capture de leur carte d'identité ou leur passeport, ainsi de suite. Et c'est pour ça que, après que quand l'application a été adoptée massivement, il y a eu des petits hackers, des gens qui ont découvert cette faille-là, qui est d'ailleurs très facile dans le domaine de la programmation. Alors, ils ont détecté cette faille, ils ont pu profiter de cette faille pour collecter ces données, les données de plusieurs septantaines de milliers de gens aux États-Unis. Puis, il y a eu plus de 70 000 images des profils des gens volés, des captures, les passeports des gens, des adresses des gens et tout ça. Et ça a eu beaucoup de répercussions, ils ont été poursuivis en justice et tout ça. Donc, c'est pour vous donner quand même l'envergure du risque que peut provoquer ce genre d'outils-là. Okay. Donc, si on n'est pas vraiment assez mûr dans la programmation et qu'on s'amuse à développer des applications avec ce genre d'outils, et même si on est même expérimenté en programmation, tu peux utiliser ce genre d'outils, mais sans beaucoup faire attention parce que tu as confiance à 100% à l'IA. Ça te crée des petites choses, ça te crée des codes qui sont susceptibles de faire introduire de petites failles de sécurité. Et ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant parce que non seulement ça va se répercuter sur toi, et ça peut bousiller ta carrière et ça peut bousiller tout ce que tu as construit. Okay. Et donc, ce sont des choses, ce sont des choses malheureusement qu'il faut prendre en compte avec ce genre d'outils. Au-delà de failles de sécurité, ce n'est pas que des failles de sécurité, même des failles juste de performance. Tu peux construire une application, mais en termes de performance, je dirais que l'IA, quand même, s'efforce quand même un tout petit peu. Mais ça n'évite pas parce que tous les assistants IA n'ont pas la même performance. Par exemple, les performances de curseurs IA ne sont pas comparables, par exemple, aux performances des copilotes IA. Okay? Il y a des IA, des assistants qu'on dit qui sont quand même assez solides et d'autres qui ne le sont pas assez. Alors, si tu utilises, par exemple, un assistant qui n'est pas assez costaud, il peut aussi générer des codes qui génèrent des problèmes de performance. Par exemple, en déclarant des variables qui ne sont pas tuées lors du processus, ça surcharge la mémoire RAM, ou en créant des structures de données beaucoup trop complexes pour pas grand-chose au final, et ça impacte sur les performances du processeur et tout ça. Et on voit par exemple ton application, chaque fois qu'on utilise ton application, il ne fait pas grand-chose, mais il fait chauffer le téléphone et ainsi de suite. Donc ce sont des choses quand même à prendre en compte, surtout quand on est ingénieur logiciel. La performance, c'est quand même un facteur clé dans dans la conception d'un logiciel. Et donc, là, si ces outils-là peuvent d'écrire de mauvais codes en termes de performance et te faire introduire de failles de sécurité, donc c'est quand même des choses qu'il faut prendre quand même faire beaucoup plus attention en fait, c'est ce que je voulais dire. Alors, au-delà de problèmes de dépendance excessive et des problèmes de sécurité aussi des performances, il y a aussi un aspect, un risque assez important, c'est les questions juridiques. Alors, pour le moment, actuellement, les IA sont en plein essor, mais il n'y a pas vraiment un cadre juridique dans presque tous les pays. C'est peut-être aux États-Unis où ils commencent à faire un peu des avancées, et dans certains pays de l'Union européenne, mais il n'y a pas vraiment de cadre juridique pour définir la propriété intellectuelle des codes générés. Par exemple, il y a eu des questionnements. On dit par exemple si Copilot, vu que c'est un truc de Google, et que beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui utilisent c'est cet assistant de codage pour générer du code. Est-ce que le code qui est généré par un outil de Microsoft, même si vous avez payé l'abonnement et tout ça, est-ce que ça ne pourrait pas appartenir d'une part à Microsoft?
Vous comprenez un peu l'importance. Il n'y a pas vraiment un cadre pour définir est-ce que les codes générés par l'assistant de codage appartient au développeur qui a utilisé l'assistant ou à l'entreprise propriétaire de cette technologie ou à l'entreprise dans laquelle les développeurs travaillent. Donc, il y a encore beaucoup de questions qui se posent et qui ne sont pas malheureusement encore très bien légalisées. Alors, ça crée un peu de quiproquo dans le domaine de l'ingénierie. C'est pourquoi, d'ailleurs, d'entreprises actuellement, de grandes entreprises, ne veulent pas utiliser d'outils, des assistants de codage tierces par rapport à eux. Par exemple, chez Google, ils n'utilisent que Gemini, par exemple. Chez Microsoft, ils utilisent Copilot. Parce que tout simplement, il y a cette peur-là de pouvoir utiliser des assistants, alors qu'il n'y a pas vraiment des bases légales pour encadrer tout ça, toute cette pratique. Parce que peut-être à l'avenir, Google va demander la part dans toutes les applications qui ont été conçues avec un tout petit peu d'aide des copilotes. Peut-être qu'il va demander des droits, donc on ne sait pas. C'est quelque chose, donc ce sont des choses qui ne sont pas encore bien légalisées, bien réglementées. Alors, il y a aussi ces risques-là à prendre en compte. Mais actuellement, je crois que dans notre pays, ce n'est pas vraiment grand-chose, cet aspect-là. Mais quand même, ce sont des choses toujours à considérer tout de même. Au-delà des risques et des limites, il y a aussi quelque chose qui nous intéresse, le futur de l'IA. Par exemple, dans la communauté de développeurs actuellement, il y a ces questionnements-là. C'est une question qui se répète presque partout dans beaucoup de forums de développeurs. Est-ce que l'IA va remplacer les développeurs, les rôles de développeurs? Alors, on va en discuter d'ailleurs, la partie séance des questions-réponses, ça va nous aider à un peu entendre vos avis et tout ça. Personnellement, j'ai un avis assez tranché sur ça. Mais moi, je ne crois pas que l'IA va remplacer le développeur. Je crois qu'il sera plus amené à évoluer. Les rôles de développeur sera plus amené à évoluer. Donc là où nous avions, par exemple, des développeurs qui faisaient tout, qui se chargeaient de tout, nous allons plutôt avoir un autre développeur qui est beaucoup plus comme un superviseur. Donc l'IA fait des choses et les développeurs supervisent le travail fait par l'IA. Donc c'est une sorte d'évolution du métier de développeur et d'ingénieur logiciel qui, je crois, impactera beaucoup de rôles. Et peut-être on oubliera aussi le truc de développeur back-end, développeur front-end, développeur mobile, développeur React, parce que les IA ont cette capacité-là, de coder dans n'importe quel langage. Donc, on sera peut-être plus à avoir la prolifération de développeurs full stack plus, et qui ne seront pas là à plus coder, mais plus à superviser le travail fait par l'IA. Donc, il y aura plus une évolution de l'IA qu'un remplacement de travail de développeur, en tout cas. Et le développement d'outils d'intégration et tout ça. Voilà. Et au-delà des inquiétudes sur le métier de développeur, je crois qu'il y aura une certaine évolution des demandes du marché. Par exemple, actuellement, je ne sais pas si vous passez un peu de temps sur LinkedIn ou sur le site de recherche d'emploi, LinkedIn ou Indeed ou n'importe quoi. Il y a maintenant, par exemple, un nouvel emploi qu'on est en train de demander, par exemple, les prompt engineers. Le prompt engineer, c'est en fait une personne qui n'est pas vraiment, qui est engagée juste pour utiliser des IA pour produire un travail. C'est un peu ça. Donc, c'est quelque chose, par exemple, dans les années 2010 qui n'était pas. C'est un travail qui n'existait pas il y a deux décennies de cela. Mais avec l'éclosion de l'IA et l'émergence de ces outils-là, ce sont des travaux qui vont être créés. Il y aura d'autres travaux qui seront générés pour s'adapter à cette vague de révolution dans l'IA. Et voilà ce que je disais, les rôles du développeur vont beaucoup plus migrer du codeur à architecte ou superviseur de l'IA. Et nous aurons plus tendance à avoir des idées, des environnements de développement intégrés 100% assistés par IA. Mais ça, c'est presque le cas déjà, parce qu'on le voit par exemple avec euh, l'éditeur qui est utilisé par beaucoup de développeurs actuellement, les Visual Studio Code. Il y a l'intégration de beaucoup de ces outils-là. Et par exemple, il y a même des entreprises qui ne veulent pas aller dans ce concept-là de créer des extensions pour leurs outils. Ils créent carrément leurs propres éditeurs qui ressemblent exactement à vos éditeurs, mais qui intègrent leur chatbot et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres choses alimentées par l'IA. Et ça, c'est quand même intéressant. Donc, nous ne serons plus de développeurs, nous serons des superviseurs. Alors, les tendances actuellement, on aurait d'ailleurs plus parlé sur les limites. C'est la personnalisation avancée des systèmes des assistants d'IA.
Alors, actuellement, par exemple, pas tous les assistants d'intelligence artificielle prennent en compte tous les travaux d'un ingénieur logiciel. Par exemple, un ingénieur est appelé, par exemple, à utiliser des outils collaboratifs avec des tickets, par exemple, comme de gestion de projet, comme Jira ou, ouais, par exemple, Jira, bon, c'est lui qui me vient en tête là maintenant. Jira, et aussi, par exemple, en termes de travail collaboratif, certains utilisent GitLab ou GitHub, et en termes de langage de programmation, certains utilisent Python et les autres utilisent Java. Alors, il y a, par exemple, de des assistants de coding qui ne prennent pas, par exemple, ce genre de choses en compte. Par exemple, tu peux vouloir faire une modification sur du code, mais tu as fait un commit avant qui a, par exemple, supposons que tu codes une application de gestion, par exemple, d'une institution supérieure ou d'enregistrement et de paiement, par exemple, des agents. Et que, par exemple, tu as fait un commit il y a une semaine qui a introduit une régression dans un code, qui a introduit un bug, un nouveau bug dans une partie de logiciel. Alors, il y a des assistants, par exemple, qui ne sont pas capables de suivre les modifications que tu as apportées. De suivre, par exemple, des outils de gestion de versions, des versions comme Git. Il y a des outils, par exemple, tu ne peux pas dire dans un commit précédent, j'ai fait ce changement, je voudrais que tu vérifies les codes, les changements que je fais pour trouver l'erreur, les bugs où j'ai introduit les bugs. Il y a des assistants qui ne sont pas capables de prendre tous ces outils-là en charge. Donc, c'est juste un chatbot, tu lui demandes d'analyser une portion de code, il analyse et il te donne la réponse. Mais actuellement, il y a d'autres, par exemple, plus puissants, par exemple, comme Cursor. Tu peux même lui mettre le lien d'un commit que tu as fait ou d'un push, d'un pull request que tu as fait. Il va analyser ces pull requests. Tu peux même lui donner une référence à un truc ou à un ticket Jira. Donc, les contextes deviennent beaucoup plus grands. Il peut interagir, c'est un outil, c'est un assistant, mais qui peut prendre en compte certains autres aspects de la programmation et de l'ingénierie logicielle. Ce que d'autres choses, ce que d'autres assistants ne font pas actuellement. Et donc, il y aura beaucoup plus tendance à améliorer cet aspect-là, de pouvoir prendre en compte tout l'aspect du travail d'un ingénieur logiciel. Parce que c'est quand même beaucoup de choses, parce que l'ingénieur logiciel ne se limite pas seulement à du coding. D'ailleurs, je vais dire que les coding, c'est peut-être 30% du travail d'un ingénieur logiciel. Il y a beaucoup d'autres aspects, faire la structure de trucs, l'analyse de la structure des structures de données, de la base de données, et tout ça. Donc, il y a plusieurs aspects de ce travail. Et ces assistants ne sont pas encore assez optimisés pour prendre tous ces aspects-là. Donc, dans l'avenir, et nous commençons à le voir, ces IA sont en train de vouloir prendre tout ça en compte. Et c'est quand même une chose positive, mais ça va nous rendre encore plus paresseux qu'avant. Et au-delà de la personnalisation, nous avons aussi des contextes. Pour les gens qui utilisent ces outils-là, vous allez voir, par exemple, pour un projet, tu peux travailler sur un projet qui est assez grand, qui est assez complexe. Par exemple, des projets qui a plusieurs milliers de fichiers. Et parfois, dans un projet, pas parfois d'ailleurs, assez souvent, tu peux travailler sur un code qui appelle une classe qui est dans un autre fichier. Cet autre fichier est en relation avec un autre fichier. Tu peux travailler sur un truc qui a 10 relations avec 10 autres fichiers ou une centaine de fichiers. Alors, certains, d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs d'assistants de coding actuellement, ne sont pas capables de comprendre un contexte assez large d'un projet. Tu lui donnes juste, regarde ces fichiers et dis-moi les problèmes du centre. Il n'a pas cette capacité-là, par exemple, de voir que ces fichiers peut intervenir un autre fichier pour aller voir dans un autre fichier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le contexte actuellement est assez limité, est assez limité, et malheureusement, ça n'aide pas les développeurs ou l'ingénieur logiciel parce que son travail quand même est assez complexe. Il doit comprendre les contextes du projet pour travailler sur lesquels il travaille. Et donc, il y a ces insuffisances-là qui sont en train d'être corrigées et qui, forcément, je crois, à l'avenir, seront beaucoup plus meilleures qu'aujourd'hui. Et c'est ça, ce sont des choses sur lesquelles les ingénieurs de ces outils-là travaillent actuellement. Et enfin, c'est la réglementation. Je crois que, vu que ce sont des choses, ce sont des outils qui ont proliféré, qui se retrouvent dans notre quotidien actuellement, je crois qu'il y aura plus de cadres légaux, des gens qui s'intéressent déjà à ça, dans presque tous les pays, dans tous les continents, et il y aura des règles forcément qui vont être mises en place pour réglementer tous ces outils-là. Et je crois que c'est presque tout ce qu'il y a à dire. C'est en tout cas l'essentiel de ce qu'il y a à dire. Je voudrais peut-être, pour ceux qui n'ont jamais utilisé ces outils-là, peut-être proposer une petite section de voir comment ces genres d'outils peuvent
Ça va être intéressant dans le coding. Je vais arrêter le partage pour partager mon éditeur. Je vois que c'était bon. Ouais, tu peux y aller, tu peux parler, je sais pas. Moi, j'ai presque Ah, fini, oui. en tout cas. J'ai essayé d'aller un peu vite, mais j'ai quand même fini ce que j'avais à dire sur tout ça. Ah oui, oui. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Je crois que vous pouvez partager l'éditeur, comme ça on voit pratiquement ce qu'un modèle d'intelligence artificielle peut faire dans le coding. Ouais, laisse-moi partager ça. Ok. On peut prendre un petit exemple là. Euh, voilà. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, il est en train de lire. Ok. Oh, il y avait un truc, attends, moi, je vais close folder. Oh là là. Reopen. Mon écran s'est figé, je crois. Moïse, je ne sais pas si tu peux partager ton écran en entier, du genre l'entièreté de ton écran. C'est justement ce que je fais. Mais aussi, excusez-moi d'intervenir, hein. En tout cas, moi, je ne vois rien. Les écrits sont vraiment très petits, donc je n'arrive même pas à distinguer les lettres. Ah oui, oui. Si tu peux aussi, Laisse-moi. si tu peux aussi agrandir, si tu peux agrandir l'écran, ça serait mieux. Ouais, ouais. Laisse-moi gérer ça. Voilà. Là, c'est mieux? Allô? Moïse, là, c'est toujours petit, carrément. Ah non, je crois que peut-être le partage d'écran ne suit plus. Parce que j'ai déjà modifié. Attends, j'arrête, puis je relance. Là, c'est OK? Oui, là, c'est OK, carrément. Merci. Ok, d'accord. Je vais fermer celui-ci. Voilà. Je vais créer un dossier. Je vais créer même un dossier ici. Euh, XO. Voilà. Voilà. Par exemple, l'éditeur que j'utilise actuellement, c'est c'est Curseur IA. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Vous avez remarqué que ça ressemble beaucoup plus au Visual Studio Code. C'est d'ailleurs un peu leur objectif, de ne pas aller beaucoup trop loin de ce que les développeurs sont habitués. Alors, ce que je vais faire, on va juste prendre un petit exemple. Je vais lui demander de créer une application. Créer une application.
en Flutter ou en Python. Je vais mettre en Python. L'application, je vais spécifier backend parce qu'on n'a pas le temps de créer toute une application. En Python, avec le framework, j'utilise beaucoup plus FastAPI et Django. Bon, je peux le dire Django. Pour, par exemple, gérer les inscriptions dans une école secondaire. L'application devra être prête au déploiement en incorporant toutes les composantes nécessaires, notamment Docker et une base de données SQLite. Alors, on va voir ce qu'il va faire. Ça, c'est un prompt tout craché qui n'est pas assez spécifique. D'ailleurs, moi, c'est que j'ai l'habitude, par exemple, si j'ai un truc à créer, par exemple, tu peux prendre les prompts que j'ai écrits là, tu vas dans ChatGPT, tu lui dis l'idée que tu as derrière la tête. Je vais créer une application qui va faire ça, ceci. Tu peux me générer un prompt que je vais donner, par exemple, un prompt assez détaillé pour créer ce genre d'application. ChatGPT te reformule ta prompt et te donne beaucoup de spécifications techniques. Tu peux copier-coller ces prompts-là, tu viens les coller ici et il te fait tout ce qu'il a à faire. Alors là, j'ai déposé mon prompt et là, je vois qu'il a déjà mis une petite liste de tâches qu'il va faire. Il va créer la structure du projet Django. Il va configurer les modèles pour étudiants, classe à inscription. Il va créer les vues, les templates pour la gestion de projet. Il va configurer les IRL et la navigation. Il va créer le fichier Docker pour l'exportation et le déploiement. Il va créer un requirement.txt configuration et puis il va ajouter la documentation du projet en soi. Et là, vous allez voir qu'il est en train de créer un projet qui se nomme manage.py. Je crois que ma connexion n'est pas assez bonne. J'ai l'impression que ça prend du temps, beaucoup de temps que prévu. Mais patientons juste un tout petit peu. Et en attendant, peut-être que nous pouvons déjà commencer à lancer des questions s'il y en a dans le chat ou on attend carrément la séance des questions-réponses parce que j'ai comme l'impression que ça prend plus de temps que prévu en attendant que ça finisse. On peut déjà lancer des petites questions dans le chat. Ah, voilà. Le premier fichier est là, mais il continue de faire. Donc, on va ouvrir le fichier. On va voir déjà qu'il a mis certaines choses dans le fichier. Ça, c'est le fichier de base dans Django. Manage.py, c'est le fichier qui permet de créer des configurations, de créer des utilisateurs. Donc, on utilise ces fichiers pour créer presque toutes les choses, faire de migration, et ainsi de suite. Donc, il est en train d'y aller un peu lentement, je trouve. Il va réellement créer un dossier école inscription. Il est en train d'y aller, mais assez lentement quand même. Et à la fin, il va me créer un fichier Docker pour me permettre d'exporter mon truc, de déployer très facilement mon projet. Il va me créer les requirements. C'est les requirements text en Django, c'est souvent un fichier dans lequel toutes les dépendances du projet sont mis dedans avec les différentes versions nécessaires pour un projet. Si par exemple le projet a utilisé un package pour lire les PDF ou pour créer des fichiers PDF, cette dépendance-là sera dans ce fichier-là. Il continue de créer. Il est en train de créer, mais ça prend beaucoup de temps, je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est beaucoup plus rapide que ça.
Et vous remarquerez aussi qu'à chaque groupe qu'à chaque, euh, à chaque génération de code, il te propose de maintenir les codes ou de le rejeter. Donc, pour dire que les codeurs, quand même, les programmeurs, a la même mise sur ce qui est en train d'être inséré dans son projet ou pas. Donc, vous avez toujours ce contrôle-là. Vous pouvez accepter les modifications qu'il apporte, vous pouvez refuser, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Là, par exemple, je vais accepter et les codes, il y a là. Monsieur Vital, je trouve que ça prend peut-être un peu plus de temps. On peut déjà passer aux étapes des Bon, questions en attendant que ça bon. finisse et à la fin, on va montrer le projet final qu'il a créé. Je trouve que ce serait une bonne façon d'économiser le temps, en fait. Oui, merci beaucoup. Je crois qu'on peut déjà passer à la séance de questions et réponses. Comme ça, on sera en train de visualiser le résultat de votre recherche juste après la séance de questions et réponses. À tout celui qui a une question, vous pouvez juste lever votre main. On vous donne la parole pour poser votre question et Moïse peut directement répondre à la question. Oui, oui, Caleb, vous avez la parole. Ah, bonjour encore. Bonsoir, Tito. Bonsoir. Vous me recevez? Bonsoir. Ok. Oui, Ben, bonsoir, merci Caleb. alors. Oui, oui, Merci 5 encore sur pour la 5. section. d'aujourd'hui. Merci pour la session d'aujourd'hui. Ben, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et augmenté sur ce que j'ai déjà dans ma tête. Mais il y a une petite question qui me tourmente la tête. Si, prenons par exemple, imaginons juste que l'on introduit ChatGPT dans un robot humanoïde. Est-ce que ces robots-là, donc, ils doivent être capables de programmer d'autres robots et faire d'autres choses? Est-ce que cela ne peut pas nous mettre en danger, nous, en tant que développeurs, du fait qu'on n'aura plus de place dans le monde? À part faire chômer les autres, on va se rendre compte que nous aussi, on nous a pris notre place parce que là, l'intelligence artificielle va commencer alors à amener d'autres personnes, à les donner donc des capacités qu'ils n'ont pas. Par exemple, le sujet là que vous avez évoqué, que certaines personnes qui ne sont pas calées dans les développements juste des applications, soit ou de la création de l'intelligence artificielle, ils peuvent utiliser ça pour générer des codes. Comment alors, comment est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Donc, qu'est-ce que vous pouvez suggérer aux créateurs de ces IA-là? S'ils peuvent supprimer l'option là des codages dans ces IA-là pour que chaque personne continue encore de faire de son effort. Alors, c'était juste ça mon intervention. Merci. Euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Caleb. Je crois que Moïse a eu un petit problème. Il s'est un peu déconnecté parce qu'il y a un problème de connexion chez Canal Box. Mais patientons juste une minute, le temps qu'il peut rejoindre la discussion. Comme ça, on peut directement lui donner la parole. Oui, Moïse, je ne sais pas si tu as un peu compris la question de Caleb par rapport à la possibilité d'intégration de ChatGPT à de modèles humanoïdes. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être à même à créer d'autres humanoïdes? Est-ce que ça n'affecte pas le domaine de développeurs et tout le reste? Je ne sais pas si tu as compris très, très bien la question de Caleb. Bon, je ne l'ai pas très bien compris, mais je viens de comprendre la façon dont tu l'as synthétisé. Donc, je crois que je peux intervenir. Oui, vas-y. Alors, Oui, oui, la Caleb, crainte, s'il y bon, a un truc à clarifier, peut-être Caleb peut clarifier comme ça, vous pouvez répondre à la question. Désolé. Non, non, c'est comme vous l'avez dit, oui, c'est dans ces mêmes français-là. bon, moi je crois que bon, actuellement, nous ne sommes pas encore arrivés à un stade où le. Bon, ChatGPT, il faut comprendre, ChatGPT, c'est juste une interface de, de communication. Donc, ChatGPT actuellement, c'est juste un chatbot qui utilise les modèles GPT pour euh, répondre à certaines requêtes d'un client ou d'un utilisateur. Alors,
le fait, le modèle GPT actuellement, il est basé sur la recherche d'informations, la génération de... ce sont des modèles génératifs de textes pour des tâches données. Alors que déjà, pour construire un humain humanoïde, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres et beaucoup d'exigences qui ne sont pas actuellement, bon, qui sont en train bien d'être travaillés par des ingénieurs. Mais actuellement, les modèles GPT ne peuvent pas, on ne peut pas dire qu'ils peuvent facilement intégrer un robot humanoïde et faire toute cette tâche-là. Mais pour aller au-delà de la préoccupation, pour le moment, l'intelligence artificielle est contrôlée. Donc, une intelligence artificielle ne peut pas faire des choses euh, qu'on ne lui a pas permis de faire. Par exemple, actuellement, tu peux aller sur ChatGPT, par exemple, vous utilisez tous Windows, je crois. Et Windows, c'est un logiciel payant. C'est un logiciel payant. Tu peux lui demander, par exemple, ChatGPT, est-ce que tu peux me générer, tu peux me donner une clé pour activer mon Windows et tout ça. C'est quelque chose qu'il ne peut pas donner. Pourquoi? Parce que ce sont des choses propriétaires, tout ça. Donc, il y a des contraintes qu'on met dans ces modèles-là. Okay? Il y a des contraintes qu'on met dans ces modèles-là pour pas qu'ils fassent des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Ça, c'est un. De deux, créer des humains. Pour remplacer des développeurs, la crainte c'est pour remplacer des développeurs. Il n'y a même pas besoin de faire des robots humanoïdes. Des agents IA actuellement, des agents virtuels IA peuvent déjà faire la plus grande partie du travail d'un développeur. Mais moi, personnellement, je suis convaincu que le travail d'un développeur ne se limite pas au code. C'est ce que j'ai dit. Donc, pour le moment, ce qui est en danger actuellement, ce sont les gens qui se méfieront d'utiliser ce genre d'outils. Pourquoi? Parce que plus ces outils-là prolifèrent le marché, plus il y aura une forte demande de productivité de la part des responsables des entreprises, et ainsi de suite. Et si tu n'es pas performant, pour être performant, par exemple, un développeur bien calé utilise l'IA pour faire ces trucs, il va être beaucoup plus, 100 fois plus productif que toi qui n'utilises pas l'IA. Alors, et pour utiliser l'IA, comme je te le disais, il faut une certaine expérience. Pour, par exemple, je sais qu'avec l'évolution, avec le seul de ces assistants, il arrivera un moment, par exemple, où un assistant peut faire tout le travail, peut-être une grande partie, 90% du travail d'un développeur, mais on n'est pas encore arrivé à cette étape-là. C'est un truc qui est assez évolutif. Donc, plus ça évolue, plus il faut s'adapter sur le marché. Et donc, plus tu ne t'adaptes pas, plus tu risquerais d'être facilement remplacé par ce genre d'outils-là, qu'ils soient humanoïdes ou pas. OK? Donc, c'est une réponse. Je ne sais pas si ça satisfait à ton interrogation, mais en tout cas, ça, c'est ma Ah oui, vision de choses. ça te fait. Merci vraiment pour l'éclaircissement des choses. Merci. Non, je vous en prie. Oui, Zoram, j'ai vu votre main levée. Je crois que vous avez maintenant la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, j'espère que vous allez bien. Merci, Papa Moïse, pour votre exposé, pour cette séance. En tout cas, nous sommes très ravis. Maintenant, j'avais une question. Maintenant, je ne sais pas si ça pourrait être une crainte. J'ai attendu que vous aviez soulevé que pour utiliser l'IA, il faut avoir au moins une, une certaine expérience dans le coding. Maintenant, à notre époque, naguère, il n'y avait pas l'IA. Maintenant, pour développer, si vous aviez un bug, il fallait vraiment parcourir, et soit faire beaucoup de recherches. Mais actuellement, l'IA est apparu et ça nous facilite la tâche. Maintenant, pour quelqu'un qui voudrait commencer le code et qu'il emboîte directement les pas de l'IA, quel serait l'impact dans son apprentissage? Et est-ce que vraiment il aura une évolution vraiment qui sera bonne dans ce domaine? Ça, c'est la première question.
OK? Il y a une autre question. Tu peux juste enchaîner les deux. Si tu as une autre question, tu peux enchaîner. Comme ça, on va répondre à tous. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu ça, puisque auparavant, bon, lorsqu'on on voulait se débugger, on allait vraiment beaucoup travailler, soit beaucoup faire des recherches et chercher des amis qui ont eu cette même erreur sur Stack Overflow, de tout cela. Maintenant, ça nous donne aussi l'expérience, puisqu'à partir de cette expérience, euh, on essaie un peu de trouver des solutions pour des erreurs qui seront dans la suite. Maintenant, actuellement, l'IA OK. est venue résoudre ces problèmes. Quel serait l'impact pour les Sur nouveaux quelqu'un qui apprend. développeurs, voilà, pour quelqu'un qui apprend et qu'il commence par l'IA sans passer par ces bases-là? OK, je crois que... Bon, personnellement, euh, je crois que bon, je l'ai souligné, pour faire des applications complexes et assez qui vont entrer en production, par exemple, le vibe coding n'est pas forcément la meilleure solution pour tous. Le vibe coding, c'est le fait de ne pas avoir beaucoup trop d'expérience avec la programmation, mais quand même de concevoir des applications grâce aux assistants IA. Alors, personnellement, moi, je ne crois pas que la meilleure façon pour un apprenti, c'est d'utiliser l'IA pour... bon, déjà, ce sont des assistants de codage, donc ils génèrent du code. Alors que pour, quand on apprend, quand on est en train d'apprendre la programmation, c'est pour voir, on apprend plutôt à écrire du code, à écrire des instructions. Donc, si déjà au départ, tu veux apprendre à écrire du code et et au lieu de ça, tu utilises des assistants qui te génèrent du code, je ne vois pas en quoi cela va te permettre d'apprendre ce que tu veux apprendre. Ça, c'est déjà de un. De deux, je crois que au lieu d'utiliser des assistants pour te générer du code ou ainsi de suite, moi je crois que ces assistants-là ont facilité beaucoup plus les choses. Mais c'est la façon de les utiliser qui va te permettre soit de maximiser ton apprentissage, soit de vraiment faire n'importe quoi. Si par exemple tu es en train d'apprendre à coder et que tu génères du code, tu peux par exemple utiliser les assistants pour analyser ton code, lui demander quelles sont les erreurs que j'ai fait dans mon code, quelles sont les choses, des pratiques mauvaises que je peux éviter à l'avenir, ainsi de suite. Tu peux utiliser ces assistants-là pour te permettre, pour t'accompagner dans ton apprentissage. Et c'est quelque chose de très positif. Mais par exemple, si tu utilises au lieu d'apprendre la programmation, tu trouves que ce n'est plus intéressant d'apprendre tout, par exemple, comment créer un modèle en Python, comment créer un formulaire en Python, tout ça. Tu te passes de tout ça et que tu utilises l'IA, ça impacte tes compétences tout simplement parce que ce ne sera pas toi qui est en train d'apprendre. Tu seras juste un utilisateur simple, un utilisateur novice simple des outils d'intelligence artificielle. Et les problèmes avec ça, c'est que quand il sera face à un projet grandiose, intéressant, qui sera amené à être mis en production, tu es susceptible d'avoir beaucoup de problèmes de performance, de sécurité et d'autres choses. Comme l'exemple avec l'application T aux États-Unis. Donc, c'est pourquoi quand tu es en train d'apprendre la programmation, moi, j'encouragerais plus à ne pas utiliser ce genre d'outils-là ou à les utiliser pour t'accompagner dans ton apprentissage. Dans le sens où tu as écrit un code, tu as écrit une fonction, tu vois que c'est parfait, tout ça, et puis tu te demandes, par exemple, des orientations. Est-ce que mon code est bien structuré? Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que je peux encore mieux faire tout ça? Il te propose des choses, il te dit pourquoi c'est mauvais et pourquoi c'est bon de faire ceci et ceci. Et ça te permet de comprendre. Donc, ce n'est pas forcément des outils au lieu de, par exemple, avant, quand on avait un bug, par exemple, comme tu l'as dit, on allait chercher, on passait des heures à chercher, peut-être des années pour nous expliquer ça, ou on passait des heures à chercher sur Stack Overflow et Git dans les issues GitHub. Au lieu de ça, par exemple, aujourd'hui, tu peux juste souligner ton petit code, tu lui donnes à un assistant et il te dit vraiment. Ça t'épargne tout le temps que tu aurais perdu en train de chercher sur Internet ou en train de chercher sur Stack Overflow. Donc, c'est un outil qui peut t'aider, mais selon la façon dont tu l'utilises. Si tu l'utilises pour générer du code à ta place et que tu es encore nouveau, tu vas rien apprendre. Si tu l'utilises pour performer, pour améliorer ton cursus d'apprentissage, en profiter au maximum.
Bon, je crois que là, ça va carrément. Euh, j'ai Je vu la vis main que Kamina a de levé la main Kamina. aussi. Oui. Oui, Kamina, vous avez la parole. Il est déjà parti, apparemment. Il vient d'activer son Oui, micro. C'est peut-être un problème de micro qu'il a. oui, Kamina, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous avez un problème de micro ou comment. Je ne sais Alors, pas mesdames, si quelqu'un d'autre a aussi. Oui, Kamina, vas-y. alors, Moïse, Oui, monsieur Kamina. oui, je disais ceci, ma question est celle-ci. Alors, quand on compose des prompts, par exemple, quand on soumet un cahier de charges à l'agent IA, par exemple, si un cahier de charges est un cahier trop volumineux et qu'on veut exécuter tâche par tâche ou étape par étape, parce qu'à un moment, on peut constituer un prompt qui est assez volumineux et qui, à la fin de l'exécution, que les codes arrivent à bugger. Cela n'impacte-t-il pas le projet ou bien comment on peut faire la maintenance ou comment on peut constituer un prompt assez long, bien assez large et qu'on essaie de soumettre un cahier de charges à l'agent intelligent et essayer de coder étape par étape. Comment est-ce qu'on peut procéder à constituer ces prompts? Merci. Oui, c'est une question assez intéressante. D'ailleurs, je disais que parfois les limites actuelles, malheureusement, de ces assistants de codage ils sont aussi limités par le contexte. Il y a certains outils qui, dès qu'un prompt où la demande est beaucoup plus grande et ça implique beaucoup de choses, il a du mal parfois à donner une réponse adéquate ou à exécuter certaines choses d'une façon correcte. Alors, ce que moi j'ai l'habitude de faire quand je fais face à ce genre de problème-là, c'est que je fais au début, les premiers prompts, je ne lui donne pas tous les cahiers des charges. J'essaie de juste de synthétiser le contexte du projet pour qu'il comprenne en quoi consiste le projet. Parce que c'est très important. Plus l'IA comprend les contextes du projet, plus il génère du code et il génère des étapes qui sont quand même assez fidèles à ce que tu veux. Mais plus il ne comprend pas le contexte, plus il va juste générer du code, parfois qui peuvent correspondre à ce que tu veux, mais beaucoup plus que ça correspond à des codes que tu ne veux pas ou qui n'a pas bien compris et tu seras obligé d'écrire plusieurs prompts pour les corriger. Et c'est une perte de temps grandiose et aussi un manque d'efficacité. Alors, ce que je fais souvent, moi, ce que je recommande de faire, par exemple, si c'est un projet d'un logiciel, par exemple, d'une gestion, par exemple, financière d'une boîte, d'une entreprise, la comptabilité, tout ce genre de choses-là. Tu essayes en deux, trois petites phrases, tu lui dis les contextes généraux du projet. Ensuite, tu lui dis que tu vas y aller par étapes. Par exemple, la première étape, je veux que tu me crées une structure de code qui va prendre en charge le paiement, tout ça, le paiement, l'enregistrement de nouveaux clients, pouvoir retracer les bilans, pouvoir rappeler le journal des opérations, ainsi de suite. Tu lui donnes juste un petit aperçu de ce qu'il doit faire. Il va te créer un dossier, une architecture, mais sans forcément du contenu dedans. Okay? Donc, c'est d'y aller étape par étape. Au début, tu lui donnes, par exemple, les contextes généraux du projet, un peu de mots. Et après, tu lui donnes, par exemple, la première étape que tu veux. Je veux que tu me crées, par exemple, une architecture. Par exemple, si tu es un expert en programmation, tu peux dire, par exemple, je veux une architecture MVVM ou MVP, MVP, MVC, tout ça, en tenant en compte les modules suivants, la gestion de la comptabilité, la gestion de paiement, la gestion de dette, la gestion de ainsi de suite. Tu les fites juste comme ça. Il va créer une architecture sans forcément mettre du contenu dedans. Et ensuite, dans le second prompt, tu vas lui dire, on commence par la comptabilité. Euh, L'exigence est telle suite. Le comptable pourra faire ceci, l'utilisateur pourra voir ceci, ainsi de suite. Tu donnes les spécificités de la comptabilité. Il va exécuter, il va mettre du code dans les fichiers vides qu'il a créés. Ainsi de suite, tu y vas par étapes. Mais si tu lui donnes, par exemple, un très gros fichier, un très gros prompt, parfois certains, ce n'est même pas certains, la plupart des modèles d'intelligence artificielle ont du mal à comprendre tout, ou parfois ils comprennent tout, mais ils ne génèrent pas forcément ce qu'ils doivent générer.
et ça biaise la conception de ton logiciel. L'important, c'est le contexte général du projet, qu'il comprenne le contexte général du projet, et puis tu lui commences à lui donner des petits prompts pour exécuter des petites tâches point à point. Mais là aussi, si tu y vas comme ça, par exemple, tu vois, il faut que tu sois un développeur pour comprendre la logique dans laquelle on programme un projet en génie logiciel. Si tu n'es pas expert dans ça, tu ne comprendras pas cette logique-là. Et si tu es un expert, tu vas lui donner les contextes et tu commences à aller étape par étape. Toi, tu connais les étapes vu que tu es un ingénieur. Tu connais les étapes, tu lui donnes. Construisons les modèles pour les modèles pour les clients, la comptabilité, mais genre la caisse et je ne sais pas quoi, et les comptes et tout ça. Tu vas y aller étape par étape et ça va se passer nickel. Donc, découper les prompts en petits morceaux par étape. Et le premier prompt doit avoir le contexte général du projet. Alors, la question était structurée de la sorte. Hein. Par exemple, est-ce que les agents IA ont de mémoire pour stocker les cahiers des charges? Parce qu'avec ChatGPT, à un moment, tu peux poser des questions. Il arrive un moment où il te répond carrément à l'ouest, il ne répond pas à la question que tu as posée. Je ne sais pas si avec, par exemple, ce que tu utilises là, si ça a cette mémoire, tu le soumets à un cahier des charges et tu constitues le prompt à partir du cahier des charges soumis. C'était ça juste la question. Oui, oui, justement. Et ils ont une mémoire. Par exemple, là, tout ce que je dois faire, tout ce que je vais faire dans ce chat ici, il va prendre en compte tout ce que je lui ai écrit dans toute la conversion qu'on a eue et tous les fichiers que je lui ai passés. Si je crée, par exemple, un autre chat, en cliquant par exemple là-bas, si je crée un autre chat, là, c'est un autre chat avec un autre contexte. Donc, il ne pourra pas être en mesure de comprendre tout ce qu'on a parlé dans l'autre chat. Mais ChatGPT, je crois, la version payante est assez solide. Hein. La version payante de ChatGPT prend en charge de... Bon, peut-être ils utilisent tous le GPT-5, mais je trouve une petite différence dans la façon dont il répond aux requêtes. Je vois par exemple dans la version gratuite de ChatGPT, quand tu lui donnes par exemple un fichier assez costaud, par exemple de plusieurs centaines de pages, il a difficulté par exemple à se retrouver, ou même plusieurs dizaines. Il a difficulté à suivre tout ce qui est inclus dans le fichier et toutes les conversations que tu lui donnes vis-à-vis de ces fichiers-là. Donc il a un peu de problème à gérer ce genre de choses. Mais dans la version payante, par exemple, il est très efficace parce qu'il garde en mémoire tout ce que tu lui as donné et il répond d'une façon assez précise. Donc, moi, ce que je suggère, bon, il y a beaucoup des assistants IA. Et quand tu vois que c'est un pose des limites dans la capacité à comprendre, à garder la mémoire de vos conversations, de ce que tu lui as donné, les fichiers que tu lui as passés, tout ça, tu peux utiliser un autre. Par exemple, il y a les chat GPT gratuits a beaucoup de problèmes à comprendre les contextes d'un chat beaucoup trop grand. Ça, je l'ai déjà remarqué, je l'ai vu au quotidien. Mais par exemple, le curseur, lui, si c'est dans un seul chat, il se souvient de tout ce que tu lui as donné. Et au-delà de ça, la meilleure approche, c'est d'y aller juste étape par étape. Quand tu lui donnes un truc grandiose, par exemple, par exemple, dans ChatGPT, les ChatGPT libres, par exemple, les ChatGPT gratuits, au lieu de lui donner, par exemple, tout le fichier, tu peux entrer dans le fichier. Tu prends, par exemple, la première page sur les, les exigences, par exemple, techniques. L'application sera déployée dans un système, il sera codé en Flutter, le backend, l'application mobile en Flutter, le backend en C, tout ça. Par exemple, tu prends juste une partie spécifique du fichier, tu le lui donnes, il comprend, tu lui donnes une suite, au lieu de lui donner tout le fichier, parce que si tu lui donnes tout le fichier, parfois il se perd et il te répond de trucs bizarres. Je ne sais pas si Kamina est déjà satisfait de la réponse de Moïse. Comme ça, on peut directement euh, voir le résultat de notre recherche. On sera en train aussi de conclure la discussion de ce soir parce qu'il est déjà 21h16. Kamina, c'est OK déjà ou il y a d'autres choses à Oui, éclaircir? ça va, ça va. Ça Je va. ne sais pas J'ai si capté la Moïse réponse Pépé. et ça va. Ah, d'accord, merci. Je ne sais pas si Moïse peut directement nous faire voir le résultat de la recherche. Comme ça, on sera en train aussi de conclure la discussion de ce soir.
Bon, je viens de remarquer que... Attends. Bon, il a déjà généré le projet en entièreté. Attends, je valide celui-ci. Ok. Et je vois qu'il considère, je sais pas pourquoi il a pris ça. Je lui ai donné le, je vois des références à Postgres, alors que je lui ai très bien dit SQLite. Peut-être qu'il n'a pas pris ça en compte. Je n'ai pas de serveur, je n'ai pas de serveur sur moi, de serveur Postgres. Mais bon, en tout cas, le résultat est là. Je ne peux pas le runner, et que ça va me demander de configuration des bases de données et tout. Mais bon, je vais dézoomer un peu pour que ce soit un peu visible quand même. Vous pouvez voir qu'il m'a créé, par exemple, plusieurs dossiers. Déjà, il y a les dossiers des inscriptions avec tous les fichiers nécessaires. Je vois, par exemple, l'information personnelle, la structure de la BD, les listes et tout. Il m'a créé les formulaires, tous les statuts, toutes les classes, nom, prénom, ainsi de suite. Les années académiques, les années scolaires plutôt, les informations du client, la classe étudiant, le formulaire étudiant avec toutes les files ici. Donc, on va voir qu'il a créé quand même toutes sortes de choses. Il a géré les URL. Et puis, il y a les templates là-bas. Il y a l'accueil. Bon, ça, c'est du HTML. Je ne sais pas si... Oh, attends, je peux customiser les... Il est déjà 21h18 ans. On n'a pas assez de temps pour ça. Il m'a mis les configurations Postgres alors que je lui ai demandé SQLite. Bon, ce sont des petites choses que ce genre d'outils peuvent avoir, des petits problèmes. Mais normalement, là, on ne peut pas runner. Mais quand même, pour celui, bon, je crois que vous êtes tous développeurs. Vous pouvez voir déjà qu'il y a toutes les templates qui sont là. Les inscriptions, la liste des inscriptions, les liens pour les nouvelles inscriptions, pour ajouter un étudiant, pour voir la liste des étudiants, pour voir les statistiques, les étudiants déjà inscrits, ainsi de suite. Et les différents tableaux, les différents formulaires, et la liste et les tableaux, la liste des étudiants par nom, le numéro, nom, prénom, classe, statut, date d'inscription, ainsi de suite. Et il y a des actions sur chaque étudiant. Modifier, vous pouvez modifier, je crois, vous pouvez supprimer un étudiant, je crois. Bon, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas plus grand résultat que ça. Il a tout généré. En tout cas, la structure est complète. Mais sauf qu'il n'a pas respecté mes exigences en termes de base de données. Ce qui fait, je crois, je doute qu'il peut runner. Et pour Bon, faire runner, Moïse, moi, je crois que c'est déjà OK de avoir une idée par rapport à ce qu'il a donné comme résultat. Peut-être en chutant, en concluant un peu la discussion de ce soir, vous pouvez juste nous rappeler par rapport à le framework que vous utilisez, comment structurer un bon prompt pour avoir de bons résultats en termes de contenu de recherche. voilà. Alors, pour conclure, c'est que je vais encourager aux développeurs d'utiliser ce genre d'outils. Parce que non seulement ça décuple la productivité, mais ça nous évite aussi de s'attarder sur certaines tâches qui ne sont pas vraiment assez importantes dans notre travail au quotidien. Donc, ça nous permet de passer beaucoup plus de temps de notre réflexion à des choses vraiment intéressantes. Et une autre recommandation que j'aurais, si vous êtes un développeur et vous voulez utiliser des assistants IA dans votre travail, c'est préférable d'utiliser des outils payants. Pourquoi? Parce que les outils payants vous donnent accès à des modèles dernier cri. Par exemple, si tu achètes un abonnement de curseur, ça te donne accès au dernier modèle de GPT-5. Dans le GPT-5, ça te donne l'accès au GPT-4, ça te donne l'accès à Claude. Les Claude Sonnet, la dernière version de leur modèle de Claude, Claude 4.7, je crois, ou 4.7, je crois. Donc, les outils payants te donnent beaucoup plus de flexibilité et ça te donne accès à des modèles beaucoup plus puissants. Donc, quand tu utilises par exemple des assistants payants, tu as beaucoup plus de résultats assez fiables et assez précis de ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de te répéter, d'être dépendant, ainsi de suite, comme tu le fais dans ChatGPT, gratuit. Et aussi une chose, savoir choisir les outils, c'est très important.
tous les outils sur l'Internet. Si tu veux, par exemple, acheter un éditeur alimenté par l'IA, va sur Internet, cherche les recommandations, c'est ça que tu cherches. Chaque éditeur, chaque outil IA a une philosophie derrière lui. Donc, dépendamment du travail que tu fais dans ton entreprise, dépendamment de ton quotidien de développeur, tu peux savoir lequel est adapté à toi et lequel ne l'est pas. Et pour formuler des bons prompts, il faut y aller petit à petit, selon l'éditeur que tu utilises. Plus tu donnes une très grande requête à une IA, plus il a tendance à ne pas être précis dans les réponses qu'il te donne. Donc, essaie d'être un peu bref, concis, et surtout de ne pas être trop long. Plus tu es trop long, plus ça te donne des résultats qui ne sont pas précis, ce n'est pas toujours intéressant dans notre travail au quotidien. Et surtout, continuer à suivre l'actualité sur l'IA. Beaucoup de travaux beaucoup de postes de jobs seront affectés par cette révolution. Et donc, si tu ne suis pas les tendances, si tu n'es pas à l'affût de nouvelles, tu seras obsolète assez facilement et tu seras facilement remplaçable. Donc, l'IA ne va pas te remplacer, mais si tu es paresseux dans l'apprentissage, si tu refuses à adopter les nouvelles technologies et les nouveaux outils pour accroître ta productivité, tu seras délaissé. C'est tout ce que j'aurais à dire pour vous. Oui, merci beaucoup Moïse pour cette brève conclusion et merci beaucoup à tous à tous pour votre temps, pour votre disponibilité, pour le partage, pour vos questions, pour le contenu aussi du côté de Moïse pour le contenu qu'il a préparé pour la présentation de ce soir, pour l'expérimentation que nous venons de faire par l'implémentation d'un programme complet d'inscription des élèves à l'école. Et je ne sais pas si Nick a quelque chose à dire, comme ça on sera en train aussi de chuter et conclure. Peut-être Hubert aussi a un mot à placer, comme ça on sera en train de souhaiter à tout le monde bonne soirée et à la prochaine. Bon, moi je voulais juste encourager les gens à continuer à s'actualiser et à se mettre à la page par rapport à tout ce qui est technologie, comme notre spécialiste du domaine l'a dit aujourd'hui, ce soir. Et nous le remercions pour son temps et son dévouement au programme de mentorat de Boom Revolution et pour l'apport qu'il continue à nous apporter en termes de qualité de séance. Et nous encourageons tous les gens qui se sont connectés à rester connectés à nos pages sur WhatsApp et bientôt nous allons aussi avoir des plateformes en ligne là où nous allons chaque fois partager des opportunités et tout ce qui est accompagnement. Donc gardons l'objectif à chaque fois ou tous les jours apprendre pour accroître de manière professionnelle et cela va nous aider à construire une communauté forte. Je vis aussi que Nick s'est connecté. Je ne sais pas si Nick a quelque chose aussi à dire juste en passant en guise de clôture de la séance. Nick, vous avez quelque chose à dire? Nick, vous avez quelque chose à dire, Nick? Bon, Vital, je pense qu'on peut conclure la réunion. Merci beaucoup à ceux qui se sont connectés et très belle soirée à vous tous. Bon, merci beaucoup à Moïse et très belle soirée et bon début de la semaine. Merci et prenez soin de vous. Également, Merci. s'il y a un groupe WhatsApp où nous pouvons intégrer, parce que j'ai eu un link à travers d'un ami qui a posté ces designs que Moïse a fait. Maintenant, nous voulons aussi que nous soyons parmi ces gens-là. S'il y aura toujours des réunions qui seront toujours organisées en ligne, que nous soyons toujours actualisés aussi. Je ne sais pas si Moïse peut envoyer à Joram le lien de Boom Révolution. Je ne sais pas. Oui, je vais lui envoyer le lien. Ah, ok. Merci et bonne soirée. Prenez soin de vous. Ok, merci. Bon début de la semaine.